In the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. La première question que je pose, c'est une question récurrente. Je la pose à tout le monde. Et en fait, il s'agit de savoir, de comprendre si vous avez, chacune d'entre vous, une image marquante qui remonterait peut-être à l'enfance et qui aurait un lien avec ce que vous faites aujourd'hui sur YouTube. Est-ce que, alors c'est une image qui peut être un extrait de film, bien évidemment, mais ça peut être aussi une scène que vous auriez assisté quand vous étiez enfant, mais qui a un lien avec l'image. Ça peut être un tableau, ça peut être une photographie. Et est-ce qu'il y aurait comme ça une image qui pourrait avoir un lien très fort avec ce que vous êtes devenu aujourd'hui, à savoir des personnes qui transmettent leur amour du cinéma à travers YouTube? Est-ce qu'il y aurait une image comme ça? Qui voudrait commencer? Alors, vous commencez ou j'y vais? Allez, j'y vais. Vas-y. Oh. Moi, j'ai vraiment beaucoup d'images pour le cinéma, mais s'il y en a vraiment un film qui m'a vraiment marqué, c'était Matrix. C'est la scène avec la pilule rouge et la pilule bleue, quand c'est cette question du choix. Et c'est le film entier et cette scène-là en particulier a toujours un double sens. Et c'est ça qui m'a plu dans le cinéma, c'est le fait qu'il y avait un peu cette première lecture de l'histoire, du cinéma, et qu'après, il y avait cette deuxième lecture plus profonde, plus philosophique, que je pense que le cinéma véhicule, et c'est vraiment ça qui m'a beaucoup marqué. J'adore l'univers des sœurs Wachowski en plus, donc c'est vraiment cette image-là. Alors moi, ce serait plutôt le film Shining, que j'ai découvert aussi au début de mon adolescence. Et la scène il y a deux scènes qui m'ont particulièrement marquée. C'est bien sûr la scène des deux jumelles dans le couloir et la scène de l'ascenseur où il y a l'ascenseur plein de sang, etc. Et c'est vrai que quand je l'avais vu la première fois, j'ai eu des scènes qui m'ont bien marquée et j'ai plus pu voir le film pendant un moment. Et après, je l'ai revu quelques années plus tard, j'ai osé le revoir et j'ai découvert vraiment différemment. Et en vrai, en y réfléchissant, c'est un peu bête, mais je pense que c'est des images de publicité. Avant tout, autour d'un jeu vidéo devenu film, qui était Final Fantasy VII. Et le film, il y a un film qui est sorti, qui est la suite du jeu, que j'ai vu sans avoir fait le jeu avant, vers 2006. Il y avait beaucoup d'images de présentation des personnages, beaucoup d'images de publicité, notamment au vidéoclub où j'y allais avec mon père. Donc 2006, j'avais 8-9 ans. Et il y avait un peu ces images placardées partout, et du coup cette image extrêmement stylisée, extrêmement quelque chose que je voyais pas habituellement. Enfin, l'anime japonaise, je connaissais Dragon Ball, mais ça s'arrêtait un petit peu là. Qui du coup en fait nous présentait quelque chose dont je n'avais aucune idée, un espèce d'univers totalement différent que je connaissais pas, des personnages super stylés. Quand tu as 8 ans, tu es très impressionné par ça. Et je pense qu'en y réfléchissant un peu, je sais que c'est pas le premier film que j'ai vu, et je sais que par exemple qu'on m'a déjà raconté que j'avais pleuré à la fin de Totoro quand je l'ai vu à 3 ans, etc., parce que je voulais voir la suite. Donc je sais que c'est pas ma première relation forte à une image, mais c'est la première vraiment dont je me rappelle. Ou alors pareil, c'est encore une fois des publicités. Mais pareil, vers 6-7 ans aussi, enfin 6-7-8 ans, des publicités de films d'horreur dans le métro. Vraiment un gros impact visuel qui me terrifiait totalement. Je me rappelle très bien d'une publicité pour le film La Maison de Cire, le remake, avec une femme qui coulait comme ça sur le côté, et qui était placardée dans ma station de métro. Et vraiment, dès que je suis sorti du métro, je m'empêchais de la voir par peur d'en faire des cauchemars, ou par une vraie peur du coup de cette image-là. Donc, quelque chose du coup de forte impression par rapport à des images statiques, surtout dans mon enfance. Assez peu de souvenirs par rapport à des images de films. Ça, il a fallu attendre vraiment que mon père me mette là-dedans vers mes 12 ans, 13 ans. Mais sinon, voilà, donc vraiment, mon enfance, j'ai beaucoup de souvenirs d'images fixes très fortes, très stylisées, avec beaucoup d'effets, voilà. Marqué. C'est un accident. En fait, je crois que j'avais 4-5 ans et c'était pas un tableau ou quoi que ce soit. En fait, je jouais dans le parc et donc je monte sur un toboggan et je glisse. Et je suis tombé en arrière sur la tête. Et en fait, bizarrement, sur le coup, j'ai eu mal, j'ai un petit peu pleuré. Et en fait, j'ai fermé les yeux. Et le temps qu'on vienne me secourir, j'ai réouvert les yeux. Et en fait, j'avais le soleil. C'était en été, il faisait très beau et tout ça. Il y avait le soleil et
pendant quelques minutes, en fait, je me suis mis à le regarder et en fait, ce soleil commençait à m'apaiser, il me faisait du bien et genre la douleur que j'avais eue suite à ma chute me faisait plus mal. Et c'était bizarrement vraiment une image qui m'a marqué, juste un simple soleil, mais apaisant, doux et ouais, qui au moment, je pouvais même pas bouger, mais j'avais pas envie de bouger, j'étais tellement bien, bon, jusqu'à que ma mère me récupère, me mette une fléchée pour me dire la prochaine fois tu fais attention. Voilà, mais bizarrement c'est une image qui m'a marqué. Après, si on pouvait aussi peut-être un petit peu aller plus loin sur une image plus en accord avec le cinéma qui m'avait beaucoup marqué, c'était en 2004-2005. C'est une jaquette d'un film qui ira plus loin sur mon amour pour le réalisateur. C'était un samedi soir et j'avais du mal à dormir. Il était minuit et demi, 1h du matin et j'arrivais pas à dormir. Je me lève et tout ça et je me suis dit je vais me mater un film. Donc je regarde la cinémathèque de mon père et je tombe sur la jaquette, oui, parce que même si c'était 2004-2005, on avait encore des VHS à l'époque, et je tombe sur la VHS de New York 1997 de John Carpenter. Et je connaissais pas du tout ce film, et donc je mets la VHS, je commence à regarder le film, et donc tu as cette image de New York qui est une sorte de prison au début avec les deux mecs dans le bateau qui essaient de s'échapper, et puis tu as ce plan en travelling où tu commences à voir Snake Plissken interprété par Kurt Russell avec cette veste en cuir, ce bandeau, cette coupe, et je me dis mais je veux en savoir plus sur ce mec, j'étais à fond et ce que j'aime beaucoup, voilà, le film m'a mis une claque et le lendemain je vois mon père, je lui dis écoute papa, New York 97, j'ai adoré ce film, est-ce que tu as d'autres films de John Carpenter? Et c'était la première fois où d'habitude j'avais déjà regardé des films auparavant, mais je me focalisais pas plus que ça sur le réalisateur, même s'il y en avait qui m'avaient plus marqué que d'autres, comme James Cameron ou Steven Spielberg, parce qu'on en parlait tout le temps à la télé. Mais voilà, je regardais certains de leurs films, mais j'avais pas spécialement envie de regarder toutes leurs films. Et John Carpenter, c'était vraiment la première fois où je faisais une fixation sur un réalisateur, où je me dis, je veux voir ce qu'il faisait d'autre. Donc j'ai dit à mon père, écoute, est-ce que tu as d'autres films de lui? Alors, j'ai regardé tous les films qu'on avait à la maison, Halloween, Assaut, qui est génial aussi, Christine, Fogg, The Thing, qui est devenu mon film d'horreur préféré. Et non, c'était clairement une claque, parce que ce que j'aime bien avec Carpenter, c'est que il a une telle facilité dans le choix des cadres, de la mise en scène, de poser son univers, et surtout ces questionnements sur cette frontière entre le bien et le mal. T'as des personnages qu'on te dit qui font le bien, mais qui en même temps agissent de façon assez malaisante. Et là où tu as d'autres réalisateurs sur le cinéma d'horreur, comme Wes Craven ou Romero peut-être dans une certaine mesure, où tu sais assez facilement de quel côté sont les personnages. Clairement, Carpenter, il y a toujours eu cette frontière qui m'a toujours pas fasciné chez lui. Et non, c'est clairement un mec où aujourd'hui tu as des réalisateurs qui doivent faire 10 jours pour préparer telle et telle scène. Le mec, c'est que Carpenter a bouffé du film depuis sa jeunesse, des westerns, de l'horreur, et il a tellement bien digéré ses inspirations, ses références, que quand il te fait une scène, mais il a une telle maîtrise, il a une telle facilité que lui, ça vient naturellement. Et c'est ce que j'adore avec Carpenter. Et ben du coup, j'y ai réfléchi avant. Et bon, alors une image marquante de jeunesse hors cinéma, j'aurais du mal à la dire. Mais en termes de cinéma, je pourrais donner une cassette de Blanche-Neige que je regardais beaucoup quand j'étais enfant. Et à la fin de la cassette, il y avait un making-of du film. Et ce making-of-là, je sais pas pourquoi, mais je me le repassais en boucle quand j'étais enfant, en fait. Et ça, ouais, c'est une image marquante de voir les dessinateurs, tout ça, travailler sur le film. Tout ça, c'était un truc qui m'intéressait à l'époque. C'est moi dans ma chambre avec mon magnétoscope en train de regarder une version enregistrée à la télé de Jurassic Park en boucle. C'est vraiment... je crois que c'est le premier film qui m'a vraiment fait aimer le cinéma, c'est vraiment Jurassic Park. Version enregistrée par papa sur TF1 un jour. C'est surtout mes parents en fait à la base m'ont vraiment permis de découvrir pas mal de films dès le début. Bon, je sais pas si c'était bien, mais par exemple tu vois j'ai découvert Les Dents de la Mer, j'avais 5 ans. Donc c'était un peu space, mais c'est vraiment mes parents m'ont fait découvrir ça. Du coup sur le coup moi je croyais que je voulais devenir paléontologue en fait, alors que c'était le cinéma qui dès le début m'avait passionné et pas spécialement les dinosaures à la base. C'est pour ça, mais ouais, enfin moi, je sais que mes parents, ils avaient déjà une base d'une culture cinématographique qui maintenant, bon, je la dépasse à 10 000 kilomètres parce que bah, c'est pas leur passion première, mais à la base, ils avaient une culture qui m'ont enseigné avec plein de films. Je veux dire, une de mes sagas préférées, c'est Rocky, et c'est ma mère qui m'a fait découvrir, par exemple.
Donc c'est un peu ça. Mais c'est vrai que Jurassic Park, c'est un film qui a tellement marqué son époque que forcément, ça a touché tellement de monde. C'est un peu comme Star Wars. Je pense qu'énormément de gens, avec la sortie de Star Wars, qu'importe que ce soit la trilogie originale, la prélogie ou ceux de Disney maintenant pour une nouvelle génération, c'est des films qui sont tellement universels, ils marquent tout le monde. Donc je pense que c'est un peu normal. J'ai du mal à me souvenir vraiment de ça. Vraiment, la première image qui m'a traumatisé au cinéma, quand j'étais gamin, c'est Les Dents de la Mer. En fait, je crois que je suis sorti de mon lit, j'ai rampé un peu. Je suis arrivé sous le siège de mes parents et ils m'avaient pas vu. Et en fait, c'était le moment où le requin, tu sais, saute sur le bateau. Ah oui. Et après, il fait comme ça avec l'autre qui descend. Ouais. Et ça m'a traumatisé. Mais ça m'a traumatisé au point de limite définir ma vie. C'est-à-dire que derrière, je suis devenu à la fois le pire flippé des requins et à la fois le plus passionné. Et du coup, je voulais devenir chercheur, travailler sur les requins, faire ma recherche sur les requins. Comme Richard Dreyfus, quoi, dans le film. C'est ça. Oui, c'est Richard Dreyfus. Ce qui fait qu'en fait, pendant des années, mais tu vois, j'ai été jusqu'au point de plonger avec des requins blancs en Afrique du Sud. Tu l'as fait? Je l'ai fait, et grâce à la recherche, mais sans travailler sur les requins. Mais là, voilà, c'était le truc ultime pour reboucler le truc. Et en fait, alors, on va dire que j'ai eu un moment. Est-ce que tu peux. Alors, je te coupe la parole, j'aime pas faire ça, mais je vais t'expliquer pourquoi je suis estomaqué. Les Dents de la Mer est un moment très fort dans ma vie. Depuis, j'ai peur de l'eau. Okay. J'ai peur des requins et je suis passionné par les requins, comme toi. Et mon rêve ultime, c'est de plonger avec des requins blancs. Okay. Donc là, je veux dire, tu as dressé le tapis. Donc maintenant, je vais me taire et j'aimerais que tu me racontes cette petite expérience que tu as vécue avec des requins blancs. Ça m'intéresse égoïstement et fortement. Ok. Oh là là. Eh ben écoute, ouais, en grandissant, vu que j'étais passionné, je voyais bien que tu pouvais aller plonger dans des cages avec des requins blancs, et je me souviens que je voyais ça en Afrique du Sud. Des années plus tard, quand je suis devenu chercheur, mais moi je bossais sur les insectes, je devais donner une conférence en Afrique du Sud, et là je me suis dit, Afrique du Sud, je vais aller voir sur Google si on peut plonger avec les requins blancs. Et j'ai vu que c'était possible et je me suis dit, tu sais, j'avais peur, j'avais vraiment peur de fou, mais je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais de le faire dans ma vie, quoi. Du coup, j'ai réussi à planifier ce truc. Et le truc, c'est que j'avais un nombre de jours limité et tous les jours, la mer était trop agitée. Et genre pendant 3 jours, au moins, on n'a pas pu plonger avec les requins. Et moi, j'étais avec des amis qui devaient continuer, en gros, on se faisait un road trip, on avait profité du truc. Et je leur disais, moi, vous pouvez continuer les vacances sans moi, je suis prêt à rester ici tout seul. Moi, en gros, je suis venu ici pour plonger avec des requins blancs, quoi, tu vois. Et bref, le lendemain, tout s'est dégagé. Et alors, pour te raconter, t'es sur un bateau, t'as des gens qui jettent du sang, t'es sur le bateau, t'es sur, c'est l'orca. Et tu vois les ailerons qui sortent de l'eau. Et oh, putain. Ça me terrifiait, mais de fou. Ce qui fait que j'ai laissé, on était plusieurs dans la cage, je suis pas monté devant en premier, tu vois, et j'ai attendu. Et en fait, vraiment, ce qui est fou, c'est qu'une fois sous l'eau, une fois le calme, ça reste très très flippant. Mais d'un seul coup, il y a un moment de grâce. Parce qu'en fait, cet aileron, tu vois, que Spielberg nous a mis dans la tête, cette peur de pas voir ce qui se passe, tu sais, d'un seul coup, tu le vois, c'est tout calme. Et en fait, c'est magnifique, quoi. Jusqu'au moment où j'ai le requin qui est venu vraiment... Mais je sais que cette demi-seconde, c'était la demi-seconde, pourquoi j'avais fait tout ce chemin, quoi. Le requin est arrivé face à moi, avec ses petits yeux noirs de nounours. Il a détourné sa tête au dernier moment. Et à ce moment-là, moi, j'ai reculé. Je me suis mis contre la cage. J'avais trop peur, quoi. Mais rien que pour ce moment, je sais que c'était l'une des expériences les plus intenses que j'ai vécues, quoi. Mais derrière, ça m'empêche pas d'avoir encore peur, une peur un peu irrationnelle quand je suis dans l'eau. En tout cas, ça a pas soigné, tu vois. Mais ça reste un grand moment. Donc, tu vois, cette première image, même si je sais pas en quoi elle a déterminé mon rapport au cinéma ou quoi, mais en tout cas, elle a quand même changé le cours de ma vie.
Enfin, elle l'a impacté, quoi. Oh, c'est assez dur. C'est vraiment très très dur. Parce qu'en vrai, comme je l'ai dit, comme je te l'ai dit précédemment, ma passion pour le cinéma, elle est vraiment née très, elle est vraiment née très récemment, quoi. Et avant, c'était genre, je regardais même pas un film par an. Enfin, vraiment, c'était par envie. Enfin, vraiment pour regarder un petit film. Mais c'est vrai que pour décrire ça va être compliqué pour moi de trouver une image marquante. Mais ça serait, enfin, comment dire, c'est plus une scène ou un moment plutôt qu'une image pour moi. Et en fait, justement, ces scènes-là, je le retrouve, la trilogie qui m'a beaucoup plus, qui m'a vraiment marqué pendant mon enfance, un peu mon adolescence, c'est le Seigneur des Anneaux, quoi. C'est clairement la trilogie du Seigneur des Anneaux. C'est vraiment par là que, c'est vraiment par là que je me suis dit, c'est fou, le nombre de scènes incroyables qu'il y a dans cette trilogie, c'est vraiment n'importe quoi, quoi. C'est la scène, par exemple, la scène finale dans Le Retour du Roi, où Aragorn se fait couronner roi. Pour moi, je pense, c'est une scène incroyable où Aragorn, tout le monde se prosterne devant les hobbits. C'est une scène hallucinante. Ça me met les frissons à chaque fois, franchement. Ouais. Et il y a aussi la scène je sais plus si c'est Le Retour du Roi aussi, où Pipin essaye d'appeler, essaye d'allumer le feu du Gondor et le feu d'alarme pour un peu comment dire, alerter le roi. Et avec la musique d'Howard Shore derrière et tout ça, je trouve, c'était vraiment une scène marquante pour moi. Et voilà, c'est tout ça pour dire que ça va être compliqué pour moi de trouver une image. C'est plus des scènes et des instants en fait, plutôt que des images, je trouve. Déjà, merci de m'avoir invité. Franchement, c'est un plaisir. Et puis, première image, elle est. Attends, merde. Voilà. Pardon pour le gros mot. C'est Star Wars. Moi, c'est avec ça que j'ai grandi. Alors, je me rappelle de mon premier cadeau qui était une VHS de Toy Story. Je me rappelle pas du film pour le coup, mais je sais que c'était ça le premier film que j'ai vu. Et après, j'ai découvert Star Wars vers l'âge de 4 ou 5 ans. Et l'image dont je me souviens et qui reste aujourd'hui, c'est celle de Luke Skywalker regardant les soleils se coucher sur Tatooine. Ça, c'est une image qui m'a pleinement marqué parce que quand tu es jeune, quand tu es petit, tu as ce désir d'aventure. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai ressenti pleinement à ce moment-là. Voilà. Et puis, c'est une image que je considère toujours très forte aussi parce qu'elle inspire par la mastriade dans laquelle elle est amenée, on va dire. Je trouve que c'est une image assez puissante parce qu'elle met en avant tout le sens classique de la mise en scène de Lucas. C'est-à-dire qu'en ça, on retrouve l'influence de la peinture, notamment du romantisme allemand. Et on ressent donc les émotions du personnage avec lequel on est totalement en empathie, puisqu'on a le même désir d'horizon, d'aventure. Et on ressent la même chose lorsqu'on regarde le film et même aussi dans notre propre vie, lorsqu'on est jeune et qu'on a envie de faire ses preuves, on va dire. Voilà. Mais c'est difficile de répondre, tout simplement, parce qu'en fait, il y a des films que j'ai vus, mais je n'ai pas le souvenir de les avoir vus pour la première fois. C'est-à-dire, quand j'étais gamin, je sais que je les avais vus, je connaissais. Parmi ces films, je cite toujours Superman, Karate Kid, ce genre de films-là. J'ai pas le souvenir de les avoir vus pour la première fois. Mais aussi, c'est ce qui fait aussi qu'en fait, un jour, bien des années après, j'ai dû une fois le revoir et dire bon, là maintenant je le revois et d'une certaine manière je le retiens. Mais je sais qu'étant gamin, la musique de Superman, Christopher Reeves et tout ça, je connaissais déjà. Et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que quand la série là elle est sortie, j'ai eu envie d'en parler. C'est parce que Superman c'est un de mes films doudou, mais tellement doudou que je sais pas quand je l'ai vu pour la première fois. Donc je te dirais qu'une des images marquantes que j'ai, c'est le générique de Superman, cet espace avec ses lettres et puis cette musique de John Williams absolument grandiose, mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Je dirais que c'est ça.
Et j'ai une autre image marquante, mais qui, elle, par contre, n'a pas grand-chose à voir, parce que ça, c'était à la maison devant la télé. C'est la première fois que je suis allé au cinéma. Comme ma mère m'a emmené au cinéma. Au début, elle me dit ouais, on va aller regarder un film, je sais pas quoi, on va au cinéma, je savais pas ce que c'était. Je crois me souvenir que j'ai fait un truc du genre, mais pourquoi est-ce qu'on doit aller quelque part pour regarder un film, puisqu'on peut aller regarder à la maison, quoi, tu vois. Et puis j'arrive là, puis je crois que je la vois payer, puis je crois que dans ma tête, je me dis mais attends, mais elle peut payer pour regarder un film, alors, enfin, bref, voilà quoi. Et je rentre dans la salle et je joue à l'écran géant là. En plus j'étais tout petit, hein, donc forcément la salle est énorme. Wow. Je rentre là-dedans, je vois ça, je fais on va regarder le film là-dessus, t'es sûr? Et là, mon Dieu. Et j'ai encore une image très marquée de la salle, décor bleu, et l'écran et tout, ah ouais, ça a été un coup dans ma tête, ça. Hein. J'ai vu ça, j'ai fait waouh, c'est quoi ce truc? Et pour la petite histoire, c'était un film très profond, un de ceux qui marquent une cinéphilie, c'est très clair, hein, puisque c'était la bande à Picsou et la lampe magique. Mais alors j'ai pas mal réfléchi en amont, et c'est vrai que souvent quand je parle de mon rapport au cinéma, de qu'est-ce qui m'a fait basculer, on va dire, d'un spectateur lambda, de quelqu'un qui regarde des films pour s'amuser, pour se divertir, à quelqu'un qui s'intéresse vraiment au cinéma en tant qu'art. Et c'est arrivé quand j'avais, je dirais, 12-13 ans, le jour où j'ai vu le film Pulp Fiction, complètement par hasard. Et je pense que justement l'image qui m'a marqué, c'est cette jaquette de VHS de Pulp Fiction, qui est bon, c'est pas très original, hein, l'affiche de Pulp Fiction, tout le monde l'a eu dans sa chambre ado, c'est un truc, ouais, c'est pas non plus, comment dire, c'est pas j'aurais pu trouver plus original, désolé, mais ça va être cette affiche de Pulp Fiction que j'ai vue parmi les VHS de mes parents depuis que je suis né, quasiment. Et ça m'avait toujours un peu intrigué parce que je me souviens du verso de la jaquette que j'avais lu, je regardais les images. J'habitais chez ma mère à cette époque-là, c'était une cassette à ma mère, et ma mère était assez stricte sur ce que j'avais le droit de voir ou pas. Donc j'avais évidemment pas le droit de voir Pulp Fiction. Et un jour où elle était absente, du coup quand j'avais 12-13 ans, une soirée où elle était absente, c'était très rare que je reste seul pour une soirée, je me suis dit, je vais en profiter pour regarder une cassette que j'ai pas le droit de voir. Et je me souviens de cette cassette qui m'avait toujours intrigué. En plus, avec cette femme allongée de façon un peu lascive sur la jaquette. Donc moi, à 12-13 ans, je me dis, ma mère veut pas que je regarde. J'imagine que ça doit être un petit peu coquin. Ça l'est pas. Au final, j'ai été déçu de ce côté-là. Mais je me suis pris une véritable claque. Le film est assez long, 2h30. Et c'est vraiment le jour où j'ai pris conscience que le cinéma était un mode d'expression artistique, en plus d'être un divertissement. Et je pense, j'ai pas mal réfléchi à la question, souvent quand je parle de Pulp Fiction, pour ça, c'est que je pense que Tarantino arrive à faire du divertissement tout en ayant une forme dans sa réalisation, des choses qu'il emprunte à la nouvelle vague, au cinéma japonais, à plein d'autres styles, qui sont des effets de réalisation, des gimmicks très visibles. Et moi, à cette époque-là, j'étais fan de Star Wars, il y avait les Matrix, Seigneur des Anneaux, tout ça, qui étaient des films, on va dire, où je m'intéressais peu à la réalisation, ou en tout cas, la réalisation ne me sautait pas aux yeux. J'avais l'impression que tout passait fluidement, quoi. Et là, pour la première fois, de par ce film découpé un peu de façon étrange, qui sortait de ce que j'avais l'habitude de voir, ça m'a fait comme un choc, et je me suis dit, c'est donc... je me suis dit, j'ai envie de revivre ça. Alors, pour te dire, j'ai vu le film. Quand la cassette s'est terminée, je l'ai rembobiné, j'ai regardé une deuxième fois tout de suite après. Et le film m'a obsédé pendant plusieurs jours. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais j'ai envie de retrouver ça, comment ça marche, comment je peux retrouver la même sensation devant un film. Alors, on m'a dit, il faut que tu regardes des films du même réalisateur. C'est là que j'ai compris la notion d'auteur au cinéma. Après, une fois que j'ai poncé les Tarantino, je me suis dit, comment aller au-delà. On m'a dit, tu regardes ses inspirations. Je me souviens, je traînais sur Internet, je voyais... Pulp Fiction s'inspirait de la nouvelle vague, du western spaghetti, tout ça. Donc j'ai découvert petit à petit tout un pan du cinéma en partant de ce film-là. Et c'est pour ça que même si aujourd'hui je suis un peu mitigé sur Tarantino, que j'ai tendance à trouver peut-être un petit peu surestimé, je trouve qu'il a quand même que ça peut être une belle porte d'entrée vers tout un pan assez éclectique de cinéma. Et c'est pour ça quand on me demande un peu
quel est mon rapport enfin, quand je pense aussi à mon histoire avec le cinéma, quelle est la première image qui me vient en tête? C'est vraiment cette VHS de Pulp Fiction, qui d'ailleurs, en plus, je crois qu'elle est chez moi maintenant, elle doit traîner dans un coin pareil avec un tas de VHS, qui m'a du coup obsédé et qui reste encore aujourd'hui comme peut-être un des plus grands chocs de ma vie. Alors, bon, déjà, moi, j'ai plein de souvenirs d'enfance de cinéma parce que ma mère m'amenait souvent au cinéma parce que même si elle parlait pas très bien français à l'époque, mais par contre, elle s'est toujours réfugiée dans les salles de cinéma, notamment le cinéma égyptien. Elle allait beaucoup voir les films égyptiens, même à Paris. Et puis, quand on est arrivé en Normandie, il y avait un petit cinéma qui s'appelait l'Atlantide, et c'est là où elle m'a amené voir. Je sais pas, tous les films qui ont marqué ma génération. Je me souviens d'E.T., je me souviens du Retour du jeudi, parce qu'à l'époque je disais ça comme ça, et j'ai un petit clin d'œil à Réré si elle suit cette émission, parce qu'elle comprendra. Et du coup, voilà, il y a pas mal de films, Indiana Jones et tout ça, Terminator même. Mais par contre, la vraie anecdote, c'est que quand j'avais 5 ans, ma mère, donc Fatima Benamou, alias Bibia, c'est son surnom, va au cinéma avec son petit garçon de 5 ans et va au cinéma à l'Atlantide. Et puis d'un coup, elle dit, tiens, je vais aller voir une comédie des Charlots. Alors ça l'amuse, elle cherche l'affiche et tout, elle la trouve pas. Elle prend un ticket. À l'époque, tu avais un ticket universel, je crois. Puis je rappelle qu'elle savait pas lire. Donc du coup, elle rentre dans une salle et le noir se fait. Petit garçon de 5 ans. Et là, je commence à voir un générique avec un panneau noir avec des cartes sataniques qui apparaissent comme ça. Une musique horrible, très angoissante et tout. Et en fait, elle s'est trompée de salle. C'était pas une comédie de Charlot, c'était un film d'horreur. J'avais 5 ans. Et ma mère, en fait, j'en ai parlé encore ce soir, elle est restée dans la salle. C'est-à-dire qu'elle a attendu. Elle s'est dit, à un moment, ça va devenir rigolo ou pas? Et en fait, non, c'est vrai. Et en fait, c'est jamais devenu rigolo. Tiens, je t'avais dit que c'était drôle. Et du coup, ce qui était très marrant, c'est que des années plus tard, je me suis demandé, mais c'est quoi ce film, en fait, tu vois? Et ça, je me questionnais, je me disais, mais c'est quoi ce film? Et pendant 30 ans de ma vie, je savais pas. Et un beau jour, j'ai fait une recherche sur Internet, je sais pas pourquoi j'étais inspiré. Et j'ai trouvé, c'est un film anglais qui s'appelle Satan's Slave, qui est sorti en 78, je crois, en France, Esclave de Satan, que j'ai acheté d'ailleurs en DVD, qui est assez moyen comme film, mais étonnamment, t'as des scènes sacrificielles qui ressemblent vachement au Village des Ombres. T'as plein dans l'atmosphère, t'as des trucs, et je me suis dit, purée, mais ça m'a nourri sans que je m'en rende compte, quoi. L'inconscient a travaillé à plein. Et c'est vrai qu'à partir de là, vu que moi, je suis dessinateur aussi à la base, j'étais très fan, j'ai passé mon temps à dessiner. C'est vrai que ça a fait, rapidement, j'ai purgé mes passions comme ça, en dessinant, en faisant des bandes dessinées et en voyant des films fantastiques, parce que ça me permettait de me confronter à mes peurs. Et d'ailleurs, plus tard, j'ai fait un mémoire de DEA sur la 4e dimension, et puis sur Alien aussi, sur les ressorts de la peur dans les films. Donc tu vois que finalement tout ça s'est mis en place. Et en tout cas, moi je suis un vrai passionné de fantastique à la base, et de cinéma, et aussi un spectateur comme les autres, quoi. Enfin moi tu vois, j'ai eu la chance de pouvoir passer de l'autre côté, mais j'ai toujours en moi cette phase, ce truc de spectateur, quoi, de cinéphile. Voilà. Peut-être. Évidemment, je sais pas. Ah, bien sûr, c'est moi qui commence. Je ne sais pas. Moi, je dirais que pour ma part, j'ai cette image de. Alors, je regarde pas beaucoup bizarrement de youtubeurs cinéma, mais quand je pense YouTube cinéma, quand je pense à ce qu'on fait, j'imagine en fait le fossoyeur, tu sais, avec sa pelle, debout comme ça. Et ouais, voilà, c'est l'image que j'ai un peu dans la tête. Alors moi, une image, je remonte un peu loin, mais c'est une image qui m'a donné l'envie de découvrir le cinéma de genre. En fait, c'est une image de mon premier film d'horreur qui a été Le sous-sol de la peur. C'est une scène d'une image d'une jeune fille, vraiment une très jeune fille, accroupie, enfin à genoux, à 4 pattes, en train de nettoyer une énorme flaque de sang par terre. Voilà, c'est l'image qui m'a profondément marqué, qui m'a donné envie de découvrir le cinéma de genre. Vous aviez regardé ce film, vous aviez quel âge? Ce film de Wes Craven, vous aviez quel âge? Sans raconter de bêtises, je devais avoir Je l'ai vu très très jeune, beaucoup trop jeune, hein, mais je devais avoir une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Et comment vous avez fait pour voir ce film? C'était via une VHS que vous auriez emprunté entre parenthèses à vos parents ou alors?
D'accord. Okay. Exactement, une VHS. En fait, c'était une erreur à la base. C'était un film, un autre film que je voulais voir, qui n'était pas dans la bonne VHS. Du coup, j'ai mis le début du film, Le sous-sol de la peur, que je connaissais pas du tout. J'ai continué. Je me suis dit, bon, c'est pas le film que je voulais regarder, mais je vais continuer. Mais alors, est-ce que je peux me permettre de vous demander vos prénoms? Parce que sinon, ça risque d'être compliqué. Je vais pas dire, bon, une question pour la femme, une question pour l'homme. Ce serait désobligeant. Et donc, c'est pour ça que je me permets de vous demander vos prénoms, s'il vous plaît. Alors, moi, c'est Marie. Franck. Marie. Marie, Franck et Marie. Donc, Marie, j'entends bien cette image marquante qui est celle du Fossoyeur, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre image qui est beaucoup plus loin, je veux dire, et qui aurait un lien avec cela, avec le cinéma? Beaucoup plus loin. Moi, vraiment, la première image que j'ai de cinéma comme ça, moi, c'est L'Exorciste. Cette image de Regan dans le lit, attaché, ça, ce serait, je pense, l'image la plus marquante, quoi. Mais c'est pas ça, je dirais, qui m'a après donné cette envie, tu vois, d'aller plus loin, d'aller sur YouTube carrément, quoi. Et là aussi, c'est un film que vous aviez découvert quand vous étiez gosse, Marie, ou c'est beaucoup plus tard? Alors, non, moi c'est un film que j'ai vu, mais je n'étais pas aussi jeune. Je pense que je devais avoir peut-être 13 ans ou 14 ans. Je l'ai vu quand j'étais au collège. En fait, on se passait les VHS avec les copines. En fait, j'ai essayé là, de pas trop préparer là, notre petite rencontre d'aujourd'hui, mais quand même, je t'avoue que c'est compliqué de pas penser à ça, quoi. Surtout que c'est quelque chose qui m'avait déjà un petit peu travaillé. Alors, c'est pas une image de cinéma, et j'ai pas vraiment besoin de chercher, c'est Tintin, en fait. La première image vraiment qui m'a marqué gosse, c'est Tintin, la BD. Et c'est en fait c'est le sceptre, n'importe quoi, le secret de la licorne, pardon. Pas le sceptre de Tokar, le secret de la licorne. Et même encore plus précisément, c'est la scène dans les sous-sols du château de Moulinsart. Je sais pas si tu te souviens. Un épisode dans les secrets de la licorne, dans le secret de la licorne, où Tintin se fait chloroformer, comme souvent, un gros coton sur le visage, il s'endort et il se réveille et il sait pas où il est, quoi. Donc il y a des murs partout, les murs ils sont très ocres, il n'y a pas vraiment de décor, mais à part ces murs, c'est des briques partout. Et ça m'avait marqué, ça, en fait, pas sur le moment, hein, j'étais très petit, hein, je sais pas quel âge j'avais, hein, mais là c'est maintenant en y repensant un petit peu adulte, quelque chose qui m'avait vraiment marqué, en fait. Quand je pense à Tintin, je pense beaucoup à ça. Et c'était assez troublant parce qu'il y a quelques années, j'ai découvert un auteur de BD qui s'appelle Charles Burns. Je sais pas si tu connais, qui a dessiné, c'est Black Hole, son grand ouvrage, on va dire. Et il a fait une série qui s'appelle Toxic aussi, qui est plus ou moins une sorte de mélange entre Tintin et William Burroughs, un truc un petit peu barré, quoi. Et en cherchant un petit peu des choses sur lui, je m'étais rendu compte que l'une de ces images enfants qui l'avait le plus marqué, alors qu'il ne savait pas lire, c'était ce sous-sol du château de Moulinsart. Et ça m'avait frappé. Et à ce moment-là, je me suis dit, en effet, moi aussi, c'est vrai que ça m'avait marqué ce truc. Donc j'avais un petit peu cherché pourquoi. J'ai jamais vraiment réussi à comprendre. Mais il y a quelque chose d'assez incroyable dans cet épisode, dans ce moment-là de Tintin. C'est que donc il est prisonnier, il sait pas où il est, et il va exploser les murs du sous-sol du château de Moulinsart pour essayer de s'enfuir. Il va faire un bélier avec je sais pas quoi, enfin bref, il va se débrouiller, quoi. Il est très malin, Tintin. Et il va exploser le mur, et de l'autre côté du mur, il va trouver tout un tas de trucs, puisqu'en fait le château de Moulinsart est occupé par les méchants, les frères Loiseau, qui sont antiquaires mais aussi un petit peu voleurs, hein, sans doute. Et du coup, en explosant ce mur, de l'autre côté, il y a tout un tas de trucs, des globes terrestres, des armures, des épées, enfin des vases, tout un bazar, quoi. Et peut-être que c'est ça qui m'a aussi marqué quand j'étais gosse. Et la métaphore est facile, mais c'est vraiment une ouverture sur tout, quoi, sur tout ce que sera Tintin. Et pour moi, en tout cas, donc les aventures, les trucs, et aussi les objets, quoi. C'est vrai qu'il y a plein d'objets comme ça qui reviennent dans Tintin. Et cette image-là
m'a marqué, en fait, m'a marqué adulte aussi en y repensant à travers Charles Burns, en fait, à travers cet auteur de BD, Charles Burns. Alors moi, personnellement, la plus vieille image que j'ai d'un film, quand je parle de mon enfance, ce serait Toy Story. Donc c'était, moi j'étais un petit minot, hein, dans ce cas-là, j'avais quoi, peut-être 3 ans quand il est sorti en VHS. Et du coup, oui, c'est la première image dont je me souviens. Après, il y a peut-être Space Jam aussi, le film avec Bugs Bunny et Michael Jordan. Donc c'est 2 films qui à peu près à la même période, donc vraiment le tout début de mes jeunes années, où en effet j'ai une image fixe. Je me souviens d'eux en particulier comme film, comme premier film que j'ai pu voir. Après il y en a certainement d'autres, hein, il y avait les Disney et tout, mais c'est vrai que les 2 là, ça reste une image bien précise dans mon enfance en l'occurrence. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment manger, au départ manger des films, mais après se passionner progressivement pour ce que c'est en fin de compte. Ce l'air de rien, c'est quand même 2 films qui sont assez techniques quand on y pense. Le premier, c'était un film, le premier long métrage en image de synthèse, entièrement, et l'autre, c'était un mélange entre film action et animation. Donc voilà, c'est 2 films bien précis. Après, une image des 2 là, peut-être, je pense que ça devait être soit les premiers plans, parce que le premier plan de Toy Story, enfin les premiers plans de Toy Story, c'était c'était sur la chanson de Charles Elie Couture. Donc ça, c'était, on rentrait dans l'univers en fin de compte avec tout ce monde de jouets qui évolue tout seul, avec tout d'abord les jouets qui évoluent avec leur détenteur, puis après tout seul en mouvement. Et puis Space Jam, c'est l'image de Michael Jordan. Bon, il met des paniers, et puis après il y a tout un fil, un fil publicitaire pour lui. C'est assez cocasse pour l'époque quand on y pense. Puis après il y a tout l'univers avec les Looney Tunes quand il arrive. C'est plutôt cool. Alors je pense que ce serait une séquence du Dracula de Coppola de 92 que j'avais vu parce que mon père l'avait enregistré à la télé d'une manière un peu naze parce que c'était sur CanalSat, un truc comme ça, et il avait oublié en l'enregistrant d'enlever le bandeau du programme. Donc il y avait le bandeau du programme qui cachait une partie de l'image pendant tout le film. Le bandeau du programme. Ouais, c'est-à-dire qu'en bas de l'image, tu voyais le nom de la chaîne, le programme diffusé et tout. Et si tu ne faisais pas échappe, en gros, genre, ou exit, ça restait affiché. Donc sur l'enregistrement en VHS, tu vois, c'était resté sur tout le film. Et même comme ça, en fait, j'avais été happé par rapport au truc. Et il y a une séquence de montage sur le moment du mariage de 2 personnages qui je me souviens à l'époque m'a fait me dire mais je comprends pas ce que je suis en train de voir, il y a un truc, il y a quelque chose dans ce montage. Je pense que je comprenais le montage à ce moment-là et c'est un moment où je me suis dit je crois que je comprends un truc du cinéma et j'avais jamais vraiment posé les mots dessus et ce n'est que à rebours en fait que j'ai repensé à ce moment de il s'était passé un truc à ce moment-là. Donc ça m'a certainement, je pense, influencé dans mon appréciation de ce que représente le cinéma pour moi et des choses que j'ai sans doute recherché derrière. Tu avais quel âge à l'époque quand tu as vu ce J'étais ado. Le cinéma, c'était pas nouveau pour moi, mais je l'avais pas encore réfléchi autre que spectateur qui apprécie ce qu'il regarde. Cette rencontre avec cette séquence-là particulière dans le film de Coppola, c'est sans vraiment trouver les mots, on a envie c'est le moment où tu sens qu'il y a un sens, l'image a un sens, le cinéma a un sens. Ça sera plus comme prise de conscience d'une fabrication, je pense. Prise de conscience que ça n'est pas arrivé là tout seul et que il y a quelque chose de spécial. Et qu'il y a un langage, quoi, qu'il y a une construction. Ouais, c'est ça. Alors que j'avais déjà des films que j'adorais avant, tu vois, mais j'y avais jamais pensé comme ça. La première image marquante, j'ai beaucoup réfléchi parce que finalement cette question, c'est devenu un classique dans les émissions fait croquer. Ça fait plaisir. Voilà, c'est un classique. Au départ, moi, j'étais vraiment sorti du côté cinéma. J'avais vraiment réfléchi à la première image marquante de ma vie. Et j'avais ressorti le 12 juillet 98, la finale de la Coupe du Monde en France, puisque moi, je suis un grand fan de football et c'était l'événement qui m'a le plus marqué, le premier événement qui m'a marqué. Et ensuite, j'ai réfléchi plus d'un côté cinéma et c'est arrivé très tard.
pour ma part, parce qu'en fait, j'ai pas grandi forcément dans une famille. Enfin, mes parents sont pas des grands fans du cinéma occidental parce qu'ils sont pas européens. Enfin, je ne suis pas européen. Enfin, je suis français, mais j'ai des origines non européennes. Du coup, mes parents étaient pas forcément touchés par le cinéma occidental, le cinéma qu'on peut suivre le plus facilement en France. Et du coup, ça m'a pris un peu de temps, et je crois que c'était au collège. Je dirais que c'était à peu près en 4e ou en 3e. Avec le prof de français, ça arrive parfois de faire des sorties au cinéma. Et je pense que la première image qui m'a marqué, c'est le film Shining. C'est vraiment ce film-là qui m'a ensuite donné envie de m'intéresser à des films peut-être plus anciens, parce qu'effectivement, j'avais l'habitude que mes parents m'offrent les différents Disney, comme tout le monde quand on est enfant. Mais vraiment, le premier film qui m'a fait sortir du cadre enfantin, si je peux l'appeler comme ça, c'est vraiment The Shining, qui est un film qui m'a marqué. Et ne serait-ce avant l'image, c'est surtout la musique de début, avec cette espèce de plan, c'est pas un plan séquence, mais on suit pendant longtemps la voiture de Jack qui va vers l'hôtel. Et cette musique que je trouve hyper forte, alors que les notes sont très simples, mais elle est hyper intrigante, elle est hyper stressante comme musique. Et c'est vraiment la première image marquante, ouais, c'est ce plan large avec la voiture qui se dirige vers l'hôtel. C'est cette image-là qui m'a marqué. Ouais. En fait, au tout début, c'est pas spécialement des images ou une image en particulier, mais c'était vraiment un rapport au cinéma et un rapport aux images. Donc, quand j'étais jeune, enfant, donc même quand j'allais chez mes grands-parents ou autres, on ne faisait que regarder la télévision. Et donc, toute la journée, on enchaînait des choses comme des séries, parfois des téléfilms, des films le soir. Et donc, chaque fois, moi, j'étais absorbé comme ça par des images, absorbé par des histoires. Donc, c'est un peu comme si, comment dire, j'arrivais pas à décrocher de l'écran. Donc, j'avais vraiment une passion pour tout ça. Et donc, et surtout une passion pour suivre des personnages. Donc, on allait d'un point A à un point B. J'avais l'impression de faire connaissance avec des personnages. Et tout ça, en fait, ça ne m'a jamais quitté, en fait. C'est un truc qui était récurrent. Donc, j'arrivais à regarder tout et n'importe quoi avec mes grands-parents. Parfois, on regardait des westerns, parfois, c'était arabesque, Rex chez un flic, des choses comme ça. Et en fait, j'ai jamais su décrocher de ça. Et une passion pour les images est née, en fait. Donc, c'est pas vraiment une image, mais plutôt une passion pour les images, pour les histoires, pour les récits, et qui passait par la télévision, et après par le cinéma aussi, puisque avec mes parents, on allait quand même au moins une fois par mois au cinéma voir généralement les films connus, les films dont on parlait. Ouais. Et puis ben, je suis devenu un peu plus cinéphile. Je me suis intéressé aux films d'auteur. Et tout ça grâce au fait que mes parents n'ont jamais freiné en fait mon envie de découvrir les films. On a loué des films aussi régulièrement. Et une fois, j'ai loué Dans la peau de John Malkovich. J'avais peut-être 12 ans. Donc ma mère m'avait autorisé à prendre cette VHS, quoi, elle était là. Et donc j'ai regardé ce film-là. Et évidemment, tout a changé du jour au lendemain. Je me suis intéressé au cinéma d'auteur. Et puis j'ai commencé à emmener ma mère voir des films comme Dogville, comme Translation, comme Elephant. J'avais 14-15 ans, donc je suis rentré dans une espèce de faille de cinéma, voilà. Donc d'abord une passion pour les images, puis ensuite ça s'est mué, ça s'est transformé dans une passion pour le cinéma d'auteur. Et après, je me suis dirigé vers tout plein de films, tout plein de continents, tout plein d'années. Enfin, j'ai exploré comme un cinéphile normal, je dirais. J'ai exploré pas mal un peu l'histoire du cinéma. Alors là, franchement, j'en sais absolument rien du tout. Hein, je sais pas. J'ai pas d'exemple de trucs qui m'auraient marqué jeune. Enfin, j'ai pas de souvenir d'un truc qui m'aurait particulièrement marqué, une image ou un truc. Enfin, non, je vois pas. Je pense que c'est soit il y a plein de réponses, soit il y en a aucune, quoi. Enfin, je sais pas trop. Je suis désolé, mais. Bah écoute, il y a deux images qui m'ont marqué et une troisième que j'ai redécouvert il y a quelques jours de cela en discutant avec Saad Chakali au cours d'un entretien concernant le modernisme selon Serge Danet, qui était un critique de cinéma. Et trois images qui ont cette particularité d'avoir un lien très fort avec la télévision comme objet.
La première image, j'en ai beaucoup parlé, c'est celle de la séquence de conversation nocturne entre Janet Leigh et Anthony Perkins dans Psychose. La séquence qui vient juste avant celle où le récit prend une tournure effrayante et qu'on ne devinait pas. Et cette séquence-là, je l'ai découvert quand j'étais gosse. J'avais 7-8 ans et je me trouvais en Algérie, en Kabylie, dans un petit village kabyle. Et il faisait nuit et la télévision était allumée dans une salle éclairée. Il y avait pas mal de membres de ma famille. Mes parents n'étaient pas là parce que je pense que si mon père avait été là, il m'aurait interdit de voir ce film. Mon père est comment dire, il n'est pas amoureux du cinéma, mais c'est un passe-temps qu'il apprécie énormément. Il n'est pas cinéphile, il n'est pas cinéphage, mais c'est quelqu'un qui connaît un peu et qui m'a transmis, sans le savoir, sans le vouloir, des films. Parce que quand il était le week-end fatigué de la semaine qu'il venait de passer, il se posait et puis il mettait des cassettes vidéo. Et moi qui passais par là, je m'arrêtais, puis je regardais avec lui et j'ai vu des films pour adultes, c'est-à-dire des films dans lesquels il y a des réflexions que les enfants ne peuvent pas forcément percevoir, mais qu'ils peuvent sentir. Par exemple, El Perdido de Robert Aldrich, qui est un western très, très, très psychologique. Et c'est là que j'ai compris, c'est là que j'ai commencé à me poser pas mal de questions, et c'est là que mon père m'avait dit cette phrase qui m'est restée et que j'ai contredit pendant plus de 22 ans, à savoir, quand on voit un film, Samir, on se pose pas de questions, on se prend pas la tête. Bon bah, j'ai fait le contraire. Et trop tard. Et là où je veux en venir, c'est que mon père connaissait Hitchcock, connaissait Psychose, et s'il avait vu ça sur cette télé, il aurait dit non, c'est pas pour toi. Donc le film que je voyais, je ne le connaissais pas, je ne savais pas, je ne pouvais pas l'identifier, je ne savais rien. Je savais juste que c'était un film en noir et blanc qui passait sur la télévision algérienne, le NTV, l'entreprise nationale de télévision algérienne, l'unique, comme il l'appelait à l'époque. Maintenant, il y a plusieurs chaînes. Et il y avait ce film qui passait là, comme ça. Et moi, je suis devant la télévision et je n'entends rien de ce qu'il y a autour de moi. Et j'avance comme Janet Leigh avance maladroitement dans le récit sans savoir que le récit va lui faire la nique. Et en même temps, me fera la nique à moi aussi. Et cette image-là où elle discute avec Anthony Perkins, où la durée est très fascinante, c'est une image qui m'a beaucoup marqué. Donc il y a celle-là, et je crois que ça m'a ouvert les portes vers l'acceptation de la durée qu'utilise un cinéaste pour regarder le monde. C'est pour cela que le soulier de satin de Manuel de Oliveira, qui dure, je crois, plus de 10 heures, quelque chose comme ça ne me dérange pas. J'y vais, et c'est parti. Je dis pas que je vais le voir tous les mois. Je dis pas que je le verrai peut-être pas en 2 parties, mais ça me dérange pas. Je peux y aller, ou les films de Lav Diaz, ça m'intéresse énormément et ça me dérange pas du tout. J'aime beaucoup ça. Et la durée, elle est aussi très intéressante dans un film de John McTiernan. La durée n'est pas forcément la longueur du plan, c'est la lenteur du plan. Et la lenteur, c'est très beau aussi. Donc cette image-là. La deuxième image, c'est une image qui est liée à la télévision, à un assassinat en direct, celui du président Mohamed Boudia, qui était président algérien au début des années 90. Ce jour-là, c'était, je crois, le 29 juin 92, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, c'était en juin 92, c'était quelques jours après la mort de Serge Danet. Ça, c'est un truc que j'ai découvert aussi il y a quelques jours, ça m'a un peu déstabilisé, ça. Serge Danet qui a beaucoup parlé de l'image manquante, du rapport à la grande histoire, et quelques jours après, il y a la mort de Boudiaf qui sera une des images marquantes qui me construit, en tout cas, en tant que loueur d'images, loueur de cinéma, pour reprendre la phrase de Luc Moulet. Mais en fait, ce qui m'intéresse, enfin, à ce moment-là, je regarde Côte Ouest avec ma mère, et surgit comme ça, en début d'après-midi, une espèce de bannière sur la télé qui indique la mort du président. Quelques heures après, on va découvrir cet assassinat en direct. Enfin, on verra des images, mais c'est un montage. Il y a un plan qui a été retiré, c'est le plan où l'on voit le président se faire tuer. Et ce plan-là, il manque à tout le monde, il manque à beaucoup de gens, et c'est mon image manquante, et c'est le hors-champ. Et c'est ça, en fait. Donc la durée, le hors-champ, pour moi, c'est les aspects qui m'ont intéressé, qui m'intéressent dans le cinéma. Et il y a une troisième image récemment que je viens de découvrir, qui m'a aussi marqué, c'est la mort, l'exécution
du coup Ceausescu pendant la révolution roumaine, suite à un procès tribunal populaire. Et je découvrais, avec mon père d'ailleurs, que le cinéma avait filmé cela, qu'il y avait du cinéma à ce moment-là. Donc on a des images de ce qui s'est passé à l'époque, de cette révolution. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc c'est lié aussi à la grande histoire. Et ça m'intéressait de me dire que je participe au mouvement fantomatique de la grande histoire à travers la réceptivité du cinéma. Ces 3 images marquantes continuent de me travailler. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.